Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir dans ce petit amphithéâtre de la Maison du Barreau. Et donc, vous allez nous parler de Landru, du procès Landru, de l'instruction où il n'a jamais reconnu sa culpabilité jusqu'au dernier moment, alors qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui l'accablaient. Mais ça, je vais vous laisser nous le raconter et puis nous présenter votre livre, qui évidemment... en fin de séance, c'est un peu la loi du genre, vous pourrez dédicacer à ceux qui viendront vous l'acheter. Nous avons au musée du Barreau, qui donc n'a plus, j'en dis un mot, n'a plus de lieu pour ses expositions permanentes ou temporaires, mais nous avons, je pourrais en dire un mot pour conclure, quelques projets, non seulement d'autres éditions, mais aussi d'expositions. Mais on va parler du sujet du jour, et donc je vais tout de suite vous laisser la parole pour que vous nous racontiez un peu ce qu'on sait déjà, hein, le barbe bleue français qui, c'est souvent pendant les périodes de guerre, pendant les périodes troubles, où on s'intéresse moins aux grands criminels qu'ils œuvrent, un peu comme Petiot ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale, a séduit beaucoup de femmes qui étaient argentées et les a fait disparaître dans son four, dont vous trouverez d'ailleurs une photo. Alors, je ne sais pas par où vous souhaitez commencer, sans doute nous raconter un peu l'histoire et puis surtout comment il fut jugé à une époque où la cour d'assises, les jurés de cour d'assises délibéraient seuls sur la culpabilité. Vous verrez qu'il y a une photo de ceux qui l'ont jugé à la cour d'assises de Versailles. Voilà, je suis très content de vous accueillir, mais je crois que vous connaissez déjà un peu l'exercice, vous y étiez déjà venu, non ? Pas ici. Non, pas ici, au musée ? Oui. Ah, c'est ça. Bien, écoutez, merci maître, et merci à la Maison du Barreau de m'accueillir. C'est un plaisir évidemment de vous présenter cette affaire. C'est aussi un honneur pour quelqu'un comme moi qui n'est ni avocat ni magistrat, qui n'est pas un familier de la justice. Moi, je suis un historien. Mon travail, c'est de remuer des vieux papiers. Alors bon. Je pourrais essayer de prouver que ce sont aussi des enquêtes, et vous savez que étymologiquement, l'histoire, l'enquête, c'est le même mot. Simplement, l'historien a un certain confort de travail, puisque, bien sûr, les témoins sont morts, donc on essaie de retrouver des témoignages écrits, éventuellement enregistrés, quand on est dans de l'histoire récente, et puis les preuves, ce sont essentiellement des documents, quelquefois des objets. Il y aura également des objets dans cette affaire-là qui n'en a pas été avare. Alors pourquoi un livre sur l'affaire Landru, d'autant qu'il y en a eu plusieurs. Dans un premier temps, je dirais que je connaissais cette affaire comme tout le monde. Tout le monde a entendu parler de Landru, et d'ailleurs figurez-vous que Landru est l'un des seuls criminels à avoir son nom dans le Petit Larousse. Avec les rois de France, les grands ministres, les artistes, etc. Alors le Petit Larousse a fait ça au prix d'une légère hypocrisie, c'est-à-dire vous n'avez pas un article Landru Henri Désiré, mais vous avez un article Landru Affaire. Néanmoins, dans la partie non propre du Petit Larousse, vous avez une entrée Landru. C'est assez dire qu'il fait totalement partie de notre culture, finalement, de notre culture nationale, de notre culture populaire. C'est une affaire peut-être pas comme les autres. Au départ, donc, j'en savais le peu que chacun peut en savoir, et comme tout le monde, mélangeant ce que j'avais pu glaner dans des fictions, comme le film de Chabrol, dont je vous reparlerai, et puis la vérité de l'affaire, qui est plus complexe qu'on l'imagine. Ensuite, effectivement, en publiant plusieurs livres sur les archives de la préfecture de police, archives du ministère de l'Intérieur, j'ai été confronté à des dossiers Landru. Là, c'était intéressant parce que je sortais de la légende, j'avais accès à des documents de diverses natures, je vous en les détaillerai un petit peu, des documents qui permettaient de mieux comprendre la réalité et la vérité de cette affaire. Donc ça devenait un petit peu stimulant, d'autant que ces documents me permettaient de voir qu'il y avait des légendes, il y avait des incompréhensions,
incompréhensions, il y avait des la vérité de l'affaire ne coïncidait pas avec ce que l'on en a en tête. Donc petit à petit, j'ai été tenté par un travail sur Landru. Et puis alors, ce qui m'a vraiment décidé, c'est lorsque j'ai commencé à lire un témoignage capital, le récit qu'à l'âge de la retraite a laissé l'inspecteur Belin, devenu à la fin de sa carrière commissaire divisionnaire, récit de cette arrestation qui a été le grand fait d'armes de sa carrière de policier. Et là, c'était extraordinaire parce que on a affaire à un véritable enquêteur confronté à quelqu'un qui en réalité aurait pu échapper à la justice. Henri-Désiré Landru n'appartient pas au monde de la pègre. C'est un monsieur qui présente bien, qui est poli, avec les dames bien sûr, mais pas seulement, qui est totalement intégré socialement. Il est d'ailleurs marié, père de famille, 4 enfants. Il a aussi une maîtresse, jeune et jolie, qui n'est absolument pas destinée à mal finir. C'est le monsieur tout le monde de la Belle Époque. A priori, il a des moyens d'existence, légaux. C'est un passionné de mécanique. Il se prétend ingénieur sans diplôme, on pourrait le lui reprocher, mais en fait, personne ne va vraiment vérifier. Donc, on voit que c'est un ingénieur, inventeur, et j'en parlerai un petit peu, c'est un véritable inventeur. C'est-à-dire que j'ai retrouvé, quand on aime les vieux papiers, on cherche, grâce à l'Institut national de la propriété intellectuelle, j'ai retrouvé le brevet d'une de ses inventions qui est assez géniale et qui fonctionne. Donc on a quelqu'un qui a tous les dehors du petit bourgeois de la Belle Époque. Il ne fréquente pas les mauvais lieux, il ne va pas au bordel. Mais évidemment, il n'a pas besoin. Il ne fréquente pas les débits de boissons, il ne boit pas d'alcool. Et au pied de la guillotine, il refusera d'ailleurs le verre de rhum traditionnel. C'est un homme plutôt travailleur. Et ce personnage présente tellement bien que je ne résiste pas, à cette anecdote extraordinaire. Longtemps après l'affaire Landru, il y a un petit texte qui a été publié au départ dans une revue littéraire, pas très facile à trouver, mais un texte extraordinaire. Landru, je vous l'ai dit, vivait officiellement une affaire de mécanique. Il a eu plusieurs garages autour de Paris. Un à Malakoff, un autre à Clichy. Landru a des installations un petit peu partout dans la région parisienne et à Paris. Dans les années 1910, un jeune homme, frais et moulu de l'école normale supérieure, a fait un peu une folie. Il s'est acheté une automobile. Alors à l'époque, dans les années 1910, une automobile, c'est vraiment un bien de luxe. Lorsque vous possédez une automobile, il y a un petit pictogramme dans le bottin mondain, au même titre qu'un château. C'est vraiment... là, c'est un jeune professeur, un peu grisé par sa solde de professeur, qui achète une auto, alors d'occasion, évidemment, pas une auto de luxe, donc un peu brinque-ballante, qui nécessite de l'entretien, et il réalise qu'il a fait un peu une folie, et que pour entretenir sa voiture, il va chercher un garagiste loin de Paris. Il va errer un petit peu en banlieue pour essayer de trouver un garagiste, parce que pas trop cher. Et donc il s'arrête à Malakoff, et là il est agréablement surpris de trouver un garagiste bien habillé, élégant, qui a de la conversation, qui est aimable, et ils vont sympathiser. Il raconte qu'il va avec plaisir, en fait, faire entretenir sa voiture pour faire un brin de causette avec ce garagiste sympathique, intelligent, cultivé, agréable. Et en fait, ce jeune normalien s'appelle Farigoul, c'est le futur Jules Romain. Et Jules Romain va d'ailleurs plus tard, dans le cycle des hommes de bonne volonté, utiliser le personnage de Landru comme modèle d'un personnage d'assassin. Mais c'est vous dire que Jules Romain, un écrivain talentueux, un humaniste, jeune homme, est tout à fait séduit par ce garagiste. Et j'emploie à dessein le mot séduit parce que clairement il y a quelque chose qui va au-delà des simples relations avec un fournisseur ou un prestataire que vous appréciez. Il est séduit véritablement par le personnage. Heureusement que ce n'était pas une normalienne, car qu'eût fait ce garagiste. Donc Landru, l'homme indétectable, l'homme qui a tous les dehors de la respectabilité. En fait, Landru a un secret, un problème, c'est que cette respectabilité n'est qu'une apparence. Il l'a construite, cette apparence, mais il la désire,
C'est quelqu'un qui tend vraiment vers une forme de réussite sociale et comment dirais-je, et de notabilisation. Simplement, il est issu d'un milieu ouvrier et il fait tout pour que ça ne se voit pas. Son père, ça ne s'invente pas, était chauffeur de four. C'était la profession du père, qui ensuite va devenir chauffeur automobile. Donc on est déjà dans la mécanique pour les éditions Masson, qui existent toujours, en tout cas la marque. Et quant à la mère, elle est couturière, en particulier couturière à domicile. Donc c'est un ménage tout à fait modeste, qui vient de province, qui s'est établi à Paris, qui s'est établi pas loin des buts de Chaumont, rue de Puebla, vous voyez. Et ce qui là doit nous faire un petit peu tilter, parce que c'est un quartier où à 2 reprises, dans l'enfance puis l'adolescence de Landru, il va y avoir une affaire de femmes coupées en morceaux. Alors, on ne prétend pas que Landru enfant y soit pour quoi que ce soit, mais il est possible que, compte tenu du battage fait dans les années 1890 d'une part, et puis par un rebondissement inattendu de cette affaire en 1910, il est très vraisemblable qu'il en ait entendu parler. Et tout ça se passe vraiment à quelques mètres de la maison où il est né et où il a vécu au tout début de sa vie. Simplement, cette famille, je dirais, de travailleurs manuels, elle-même aspire à une respectabilité qui l'éloigne du monde ouvrier. Ils vont s'établir sur l'île Saint-Louis, qui certes, à l'époque, n'est pas du tout aussi chic qu'aujourd'hui, mais qui les extrait de ce Paris du Nord et de l'Est beaucoup plus ouvrier. Et puis surtout, ils vont se tenir très loin des mouvements rouges, anticléricaux, qui agitent le monde ouvrier à cette époque-là. C'est une famille assez pieuse. Et là aussi, information importante, le petit Landru va être enfant de chœur. Il va être enfant de chœur, et ça va jouer un rôle important dans... Ça mène à tout, oui. Voilà, et ça va jouer vraiment un rôle important, parce que c'est là qu'il va véritablement apprendre à être poli, lisse, à l'écoute, à dodeliner de la tête quand on lui raconte quelque chose. Il va avoir une espèce d'onctuosité qu'on va retrouver dans toutes sortes de dépositions et qui clairement va beaucoup l'aider auprès de ses futures victimes. Car, pendant que j'y suis, Landru est un séducteur d'un type particulier. Alors, il n'est pas, nous en parlions avant le début de la conférence, ça n'est pas cet ogre effrayant dont nous avons tous les photos en tête, parce que la plupart des photos que nous connaissons sont des photos du procès après 2 ans et demi d'instruction. En couverture du livre, j'ai mis, en accord avec l'éditeur, une photo que nous avons trouvée dans une agence anglaise, qui n'était pas connue en France, où on voit le Landru jeune homme. Et là, on voit un jeune homme tout à fait charmant, soigné, avec un petit regard malin, un petit sourire fin. On est très très loin de cette espèce d'ogre auquel nous sommes habitués. Cela dit, Landru ne joue pas tellement de son physique. Il est très coquet, toujours cette volonté aussi de dissimuler son manque d'argent, son extraction très 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 modeste. Donc il surjoue un petit peu l'élégance vestimentaire, il cherche à paraître presque un peu dandy, mais surtout en tant que séducteur, c'est un séducteur, comment dirais-je, malin. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à s'imposer, il ne cherche pas à éblouir, il ne cherche pas à faire le matamor. Au contraire, c'est un monsieur attentionné qui vient voir la dame avec toujours un petit cadeau, toujours un petit bouquet de fleurs, toujours un petit compliment, et il écoute ces dames. C'est pas un beau parleur comme on pourrait le croire, c'est quelqu'un qui écoute, qui, comme lorsqu'il était enfant de chœur, est patient, donne l'impression d'entendre ce qu'on lui dit, de compatir, est très gentil en fait. En fait, il est très gentil. Et donc c'est ça qui va le rendre totalement irrésistible. Donc comment voulez-vous qu'un personnage qui présente tous les dehors de la respectabilité, qui a cette séduction un petit peu particulière, un petit peu onctueuse, tombe dans les filets de la police? Ça n'était pas du tout évident. Et d'ailleurs, Landru a sévi, je parle uniquement du Landru criminel, car avant il y a eu d'autres Landru, mais en tant que criminel, il a sévi dans l'impunité totale pendant 5 ans. 5 ans où non seulement il séduit et il tue, mais personne ne songe à l'inquiéter. Il va tomber en 1 semaine d'enquête sérieuse. Qu'est-ce qui change ?
Dans un premier temps... Alors, pardonnez-moi, il faut peut-être le situer, c'est précisément pendant la Grande Guerre. Parce que c'est peut-être un début d'explication, quoi. Je peux anticiper. Alors ça fait partie effectivement des éléments d'explication, tout à fait. C'est-à-dire chronologiquement, donc Landru est né en 1869. Après son service militaire, il cherche à se faire passer pour ce qu'il n'est pas, d'abord architecte, ensuite ingénieur. Architecte, il a juste été commis dans un cabinet d'architecture, et là il fait une première victime, Marie-Caroline Rémy, qui va l'épouser en pensant épouser un architecte, et qui se rend compte, une fois qu'elle est enceinte de ses œuvres, mariée, etc., que ce n'est qu'un petit commis d'architecte et pas du tout un architecte. Et elle sera donc la femme de ses 4 enfants. Et puis ensuite, il va s'auto-bombarder ingénieur, alors qu'en fait, il est simplement inventeur, je dirais génial bricoleur. En réalité, il est mécanicien, garagiste, il a sans doute appris avec son père, il n'a aucun diplôme. Sa famille n'avait pas les moyens de lui payer des études supérieures, quelles qu'elles soient. Par contre, il est très intelligent. Et donc, notre Landru va ouvrir des garages, des ateliers, mais va aussi travailler pour lui-même. Et il va mettre au point, en vue de la grande exposition universelle de 1900, cette invention dont je vous parlais et dont j'ai retrouvé le brevet, il va mettre au point une bicyclette à moteur qu'il va appeler la Landru. Et il va la mettre au point, il fait paraître des publicités en 1899, il compte sur l'afflux, évidemment, d'industriels et de visiteurs lors de la grande exposition pour trouver des investisseurs, et non seulement il conçoit, c'est-à-dire qu'il dessine, il rédige un brevet, il le dépose, mais il fabrique un prototype. Il fabrique un prototype qui est exposé rue de Rennes, et ce prototype, d'ailleurs, on en a retrouvé le cadre, et un passionné de mécanique vient de le reconstituer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nouveau, la Landru roule, elle existe. C'est un vélo moteur, en fait. Et alors, c'est un vélo à moteur, effectivement, et à essence. On n'est pas encore dans l'électrique, on n'est pas tout à fait dans les mobilités douces, mais là où Landru est déjà quelqu'un de très intelligent, c'est que, assistant à l'essor de l'automobile, vous voyez, dans les années 1890, c'est très pionnier. Il se dit que dans une ville comme Paris, dans les grandes villes, l'automobile c'est trop encombrant, puis c'est trop coûteux, il faudrait des modes de déplacement, certes motorisés, mais beaucoup plus maniables, beaucoup plus faciles à ranger. Et puisque tout le monde utilise des bicyclettes, eh bien pourquoi ne pas mettre un petit moteur sur une bicyclette ? Et une bicyclette a un cadre, pourquoi ne pas prévoir un renflement du cadre qui ne gêne pas le passager, ou mettre du carburant. Et donc c'est ça qu'il met au point. Et au fond, Landru, avec un petit capital, avec peut-être quelques connexions dans le monde de l'industrie, aurait peut-être pu devenir un entrepreneur. Simplement, il n'a pas ce capital, il n'a pas ces connexions-là, et puis, disons-le, il n'est pas le seul à avoir eu cette idée. C'est tout à fait intelligent comme idée, et c'est tout à fait remarquable d'avoir réussi à bricoler ce prototype. Mais en 1899, beaucoup d'autres inventeurs imaginent des systèmes de 2 roues motorisés. Certains vont pouvoir le développer, pas Landru. Et donc Landru va utiliser assez vite ce prototype et cette invention comme un appât. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir le développer, à défaut d'être vraiment cet ingénieur et industriel qu'il rêve d'être, eh bien, il va utiliser cela pour escroquer des gens, pour escroquer des partenaires. C'est-à-dire qu'au départ, Landru est un escroc, un petit escroc, un escroc même, assez minable, qui va vous proposer de vous associer à lui, ou de louer des locaux pour construire des engins, etc. Et puis, il va s'approprier toutes les sommes qui sont versées d'avance, cautionnement, prêt, etc., etc. C'est, je dirais, un partenaire indélicat, qui va d'ailleurs être condamné plusieurs fois pour ce type d'indélicatesse. Oui, mais il y a la relègue. Il y a la loi Valdez-Crousseau. C'est-à-dire que à un moment, il devient pour lui périlleux d'être de nouveau condamné, car c'est la relégation, c'est la Guyane. Et ça, il n'y tient pas. Donc il va commencer à agir sous de multiples identités. Et puis, notre Landru s'est rendu compte que lorsqu'il s'adressait à des gens qui avaient un petit pécule, il était particulièrement persuasif auprès des dames, pour les raisons que j'énonçais auparavant. Et donc, il va glisser insensiblement de l'escroquerie industrielle à l'escroquerie au mariage.
Et finalement, il va délaisser cette histoire de motocycle et ces histoires-là pour quelque chose de plus vague. Il va prendre contact avec des femmes et il va leur proposer non pas une affaire industrielle, non pas une association économique, mais véritablement une vie nouvelle, un mariage, et de préférence un mariage loin. Alors, vous l'avez dit, maître, il y a quelque chose qui va tout changer et qui va lui permettre aussi ce changement-là, ce changement d'échelle, et glisser aussi de l'escroquerie au crime, ce qui n'est pas si habituel. D'habitude, nous aimons bien les escrocs, ou en tout cas l'opinion publique aime bien les escrocs parce qu'il y a cette idée que les escrocs sont astucieux et ne tuent pas. Dans le cas de Landru, on a un escroc qui, eh bien, d'abord parce qu'il va changer un petit peu de registre, ensuite parce qu'il ne veut pas laisser de témoins derrière lui pour ne pas risquer la relègue, cet escroc va devenir un assassin. Et il va le devenir d'autant plus facilement qu'effectivement, à partir de 1914, c'est la Grande Guerre. Et la Grande Guerre, ça a plein de conséquences. Conséquences dramatiques pour à peu près tout le monde, conséquences heureuses pour cet homme intelligent, opportuniste, cynique qu'est Landru. Première conséquence, il n'y a plus d'hommes à Paris. Il n'y a plus que des adolescents et des vieillards. Donc c'est le renard lâché dans le poulailler, si vous me passez l'expression. Voilà, on a... Pardon, mesdames. Bon, voilà, première chose. Deuxième chose, la police. On lui signale bien des disparitions. Mais ça n'est pas prioritaire, car à ce moment-là, la police parisienne, en tout cas la préfecture de police, les forces de la préfecture de police, en lien avec l'armée, 2e bureau, puis 5e bureau, sont surtout consacrés à la chasse aux espions. On est en pleine espionnite, on est persuadé que Paris grouille d'espions allemands, autrichiens, et toutes les forces de police sont là-dessus. En plus, comme il y a cette fièvre de l'espionnite, il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent, donc il y a beaucoup d'enquêtes, et on délaisse un petit peu la criminalité, et en particulier la petite criminalité. Au fond, ce petit escroc, oui, dans les archives du ministère de l'Intérieur, on voit bien que de temps en temps, il y a un petit bulletin indiquant que il est recherché. Bon, et puis il n'y a pas de véritable enquête. Il n'est pas poursuivi véritablement. En plus, je vous l'ai dit, il agit sous une multitude de noms différents. Donc, on recherche très très mollement un Landru, mais c'est Frémiet, Guillet, Dupont, il y a une douzaine d'alias au total qui agit. D'où mon admiration pour, je reviens à mon point de départ, pour Belin, parce que Belin, qui lui n'est pas à la préfecture de police, qui a visiblement une vision un peu méprisante de ce qu'on appelait le bureau du mystère, c'est-à-dire le lieu où on signalait les disparitions. Belin, lui, c'est un jeune mobillard, les brigades du Tigre. Il est rue Grefful, il fait partie de la première génération de ces brigades du Tigre créées par Clémenceau en 1907. Il est très fier, évidemment, de son statut de mobillard. Et puis, en tant que mobillard, il a des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui pour des policiers, mais qui étaient révolutionnaires à l'époque. Un parc automobile, des lignes téléphoniques. C'est-à-dire des biens de luxe, des biens de luxe dans les années 1900 qui sont mis à disposition de petits fonctionnaires mal payés qui vont du coup avoir une certaine efficacité et un taux d'élucidation assez fort, ajoutons à ça une forte motivation. Et ce qui est frappant chez Belin, c'est cette motivation et puis son intelligence. Belin se voit confier de dossiers extrêmement maigres, d'affaires de disparition, 2 femmes qui ont disparu. Et Belin trouve que ces 2 disparitions se ressemblent tellement qu'il émet l'hypothèse qu'un même individu est à l'origine de ces 2 disparitions. Nous sommes à une époque où le concept de tueur en série n'existe pas, où cette façon de raisonner n'est pas forcément très, très répandue. Et d'ailleurs, Belin explique que sa hiérarchie se moque de lui. D'abord parce que, là, on arrive en 1919, on est au lendemain de la guerre. Dans le contexte compliqué de l'époque, où on considère que des femmes qui disparaissent, vu le bazar ambiant, c'est pas bien grave. Elles sont parties avec un amant, qu'est-ce que vous allez chercher là, etc., etc. Donc il n'est pas soutenu par sa hiérarchie, il est si peu soutenu qu'on lui donne d'autres enquêtes. Donc en fait, il mène des enquêtes dont il est officiellement chargé, et puis il s'entête sur son idée que ces 2 disparitions ont une même origine, et donc, je dirais à ces moments perdus, et pour montrer qu'il a raison, donc vous voyez la motivation du bonhomme, ou son orgueil, il reprend
ces deux dossiers de disparition, c'est-à-dire qu'il se contente de noter les noms propres des personnes qui ont signalé la disparition, et il va les revoir. Et il est même assez fraîchement accueilli par les familles, parce que les familles ont signalé une disparition, attendent depuis longtemps que la police fasse quelque chose, et tout à coup quelqu'un débarque et leur pose des questions sur des choses qui leur semblaient évidentes. Donc, en particulier, il y a une dame qui est visiblement originaire des Pyrénées, une brune pyrénéenne, dit-il, qui a la langue bien pendue, qui est cuisinière pas très loin d'ici, sur l'île Saint-Louis justement, et qui le reçoit assez vertement. Bon, mais il insiste, il explique qu'il reprend l'enquête, bon, ils échangent, et puis il laisse sa carte de visite avec cette fameuse ligne téléphonique qui va tout changer. Eh bien, figurez-vous qu'une semaine après, il a un coup de fil, car cette cuisinière cherche à le joindre, lui dit « je l'ai vu, le barbu ». Cette cuisinière, c'est la sœur d'une des deux disparues. Et elle explique qu'en se promenant, rue de Rivoli, passant devant le grand magasin au Lion de Faïence, qui était un magasin de vaisselle, qui a disparu aujourd'hui, c'est pas loin du Châtelet. Si vous regardez bien, il y a encore 2 lions qui sont dans la façade de part et d'autre de la porte. C'était un grand magasin de vaisselle connu à l'époque, et elle a cru reconnaître ce monsieur qu'elle avait vu une fois avec sa sœur et que sa sœur devait épouser avant qu'elle ne disparaisse. Donc elle appelle Belin, qui là réagit rapidement. En voiture, il arrive du 8e arrondissement, rue Grefful, les brigades du Tigre à l'époque, la première brigade du Tigre à l'époque, avant d'aller à Versailles, est à Paris, par là, donc c'est pas très loin de la Madeleine. Il arrive, le magasin a déjà fermé, mais il a droit à des notes de frais, donc en taxi, il va chez le patron, qui fait réveiller l'employé qui a fermé le magasin, qui revient ouvrir le magasin, et là, extraordinaire. Ce client barbu a acheté de la vaisselle, et comme c'était un service entier, c'est encombrant, c'est lourd, il a laissé une carte de visite avec une adresse pour la livraison. Alors là, Belin est quand même intrigué, parce que cette carte de visite que vous pouvez voir au musée de la préfecture de police, elle est toujours conservée, c'est vraiment la pièce numéro 1 du dossier. Cette carte de visite, c'est encore un nouveau nom, Guillet, qui habite 76 rue Rochechouart. Et donc évidemment, Belin se précipite rue Rochechouart, mais il n'y a plus personne. Peut-être que le barbu, Guillet, ce Guillet dont on ne sait rien, qui n'est pas au sommier, qui est recherché par personne, ce barbu, ce Guillet, est parti. A-t-il vu qu'il avait été aperçu ? S'est-il mis au vert ? On ne sait pas. Et donc Belin fait un petit numéro auprès de la concierge de l'immeuble, qui lui promet de veiller au grain et de lui signaler si le barbu revient. Et comme cela, Belin fait ses journées d'enquêteur, et puis le soir passe... bon, et non, pas de barbu, ça dure à peu près une semaine. Et puis, un soir, il est à la brasserie Mollard, en face de la gare Saint-Lazare, il fête le départ en retraite d'un de ses aînés, et puis à la fin du repas, bon, c'est pas si loin de la brasserie Mollard, à la rue Rochechouart, allez, il fait une petite promenade digestive, il y va, et la concierge lui dit, ça y est, il est là. Oui, mais la nuit est tombée. On ne peut pas l'arrêter en pleine nuit. Le dîner de départ en retraite s'est prolongé quand même assez tard. Alors, que fait Belin ? Eh bien, il va passer la nuit sur place. Il a tellement peur que le barbu s'en aille pendant la nuit ou au petit jour. Donc d'abord, il s'installe près d'un arbre qui, je pense, existe toujours, vu sa taille, avenue Truden, où on voit très bien le premier étage du 76 rue Rochechouart. L'immeuble est toujours là aussi. Et puis, à un moment, bon, il fait un peu frais. Il négocie avec la concierge. Il entre dans l'escalier et il va passer la nuit dans l'escalier. Bon. Et au petit matin, la concierge va au commissariat le plus proche faire appeler de la part de Belin des renforts. Et voilà, le soleil s'étant levé, frappe à la porte, une voix un peu méfiante. Belin dit oui, c'est pour votre annonce, parce qu'il a compris vaguement que cet homme brocantait diverses choses. La porte s'entrouvre, les policiers entrent et on arrête ce mystérieux Guillet qui est avec une jeune femme, laquelle s'évanouit. Et là, il y a une scène de vaudeville, c'est-à-dire que les policiers et Guillet, viennent au secours de cette jeune femme en pamoison et essayent et la réveillent. Bon. Et puis après, Landru, on ne sait pas encore qui il est, Guillet, le barbu, part pour être interrogé avec ses policiers. Alors, chose étrange,
il a un geste bizarre, Belin à l'œil, et il se rend compte que cet homme a cherché à jeter 2 petits calepins qu'il a sur lui. Et ces calepins, évidemment, vont être des mines de renseignements sur ce personnage. Ce qui est très mystérieux, c'est que nous sommes donc le 12 avril 1919. Landru a juste 50 ans. Il est né le 12 avril 1869. Il vient en fait de fêter ses 50 ans avec cette jeune femme qui est sa maîtresse, Fernande Segret, une vendeuse en magasin qui se rêve actrice et qui l'a séduite, qui n'a pas de bien, au contraire, il la gâte, il l'entretient en fait largement, comme il subvient aux besoins de sa femme et de ses 4 enfants. Une photo de... Et d'où vient il existe une photo de Landru avec Fernande, en particulier une assez belle photo où on dirait une photo de mariage. En fait, ils sont allés à l'Opéra Comique et on dirait vraiment une photo de mariage. Bon. Et donc, voilà, c'est celle-ci, tout à fait. Tout à fait. En fait, ils sont allés au spectacle simplement. Et donc, il y a 25 ans d'écart entre eux. Alors, là, une grosse interrogation. Il faudrait être psychologue ou peut-être psychiatre. Est-ce que Landru s'est livré finalement? Est-ce qu'il a vraiment eu le sentiment d'avoir été repéré, observé au magasin, qu'il a disparu une semaine et qu'il revient se faire cueillir le jour de ses 50 ans? C'est curieux. Ou bien est-ce qu'il n'a pas vu du tout qu'il avait été aperçu et qu'après une petite escapade à la campagne, qui celle-ci n'a pas été fatale, eh bien lui et sa maîtresse, car c'est un petit peu sa garçonnière, le 76 Rochechouart, eh bien a passé la nuit. En tout cas, le voici qui passe le jour de ses 50 ans dans les locaux de la police et qui commence par donner beaucoup de fil à retordre à Belin. Belin a laissé des pages et des pages et des pages sur le temps passé avec Landru, qui est un client coriace, qui parle peu, alors il va être confondu par l'identité judiciaire. On va se rendre compte que ce Guillet, c'est Landru, par le bertillonnage, et puis on a en plus une photo anthropométrique qui fait que voilà. Et à ce moment-là, Landru, pas du tout décontenancé, dit voilà, vous avez compris, je risque la relégation, je suis un escroc, c'est pour ça que je voulais pas vous dire mon nom. Mais enfin, un escroc, ça tue pas, vous savez bien. Bon, et donc le personnage est vraiment coriace, à telle enseigne que, en fait, vous l'avez dit, et c'est vrai, jamais il n'avouera. Jamais il n'avouera. L'enquête va évidemment se développer, en particulier, alors je ne peux pas raconter tous les détails, mais on va perquisitionner ses biens, ses garages, ses remises, la fameuse maison de Gambet, et c'est là que la presse va arriver, qu'on va parler du Barbe Bleue de Gambet, de l'homme aux 283 femmes. Là, l'affaire va commencer à prendre une ampleur incroyable. Oui, une maison, vous voyez, isolée. En fait, la maison de Gambet n'est pas la seule maison du crime. Les deux premières disparitions ont eu lieu à Vernouillet, où Landru avait également une maison. Mais à Vernouillet, il était assez près de voisins, et les voisins, c'est embêtant, ça, surtout dans les petites localités, ça regarde toujours ce qui se passe à côté, bon, c'est embêtant. Et donc, à Gambet, où il n'avait pas d'attache familiale particulière, il a trouvé une maison qui, à l'époque, ça n'est plus le cas aujourd'hui, elle existe toujours, elle a même été mise en vente il y a 2-3 ans assez cher, mais à l'époque, la maison était isolée. Déjà, Gambet est une petite localité tranquille, mais cette maison était tout à fait isolée, et il l'a louée à un propriétaire qui avait le bon goût d'habiter assez loin, à Melun, et qui était monsieur, ça ne s'invente pas, monsieur Tric. Donc vous imaginez pour les journalistes, la villa Tric, où Landru amenait ses conquêtes, où elle disparaissait, etc., etc. Il y a tout un ensemble de sous-entendus grivois, de jeux de mots faciles, etc., qui vont donner évidemment un peu de sel ou de piment à cette affaire. Et puis, ce qui va faire le succès aussi de cette affaire, c'est 2 choses. D'abord, je vous l'ai dit, on est là au moment de l'arrestation de Landru, au printemps 1919. La France a été un peu en manque de grands procès. Il y a eu des procès à la fin de la Grande Guerre, mais c'est plutôt des procès d'espionnage. Alors je parlerai à peine de Matahari parce que c'est le Conseil de guerre. Et puis après, il y a les procès de trahison, il y a Bolo Pacha, il y a Caillot, etc. Bon, mais c'est des procès assez politiques, pas très polissons pour le coup. C'est pas aussi sexy que cela. Là, on a une vraie grande affaire criminelle. Enfin, on n'en avait pas eu depuis 1914. D'autre part,
il s'est passé beaucoup de choses dans la société pendant la Grande Guerre. Je vous l'ai dit, les hommes étaient au front, et donc à l'arrière, que s'est-il passé? Les femmes ont commencé à prendre un petit peu leurs aises. Elles ont commencé à gagner leur vie, à faire des métiers qu'on pensait autrefois réservés aux hommes. Elles ont commencé à gérer de l'argent, des commerces, des affaires, et elles ont eu leur vie aussi. Et donc ce personnage qui a séduit, mais qui a châtié ces femmes qui s'étaient un petit peu lâchées, il va devenir très populaire. C'est là la part la plus incompréhensible aujourd'hui, sur laquelle je crois qu'il faut un petit peu développer, c'est que Landru, et c'est pour cela qu'il est entré aussi dans la culture populaire, qu'il est entré un petit peu dans les mémoires, c'est que Landru, avant d'être un criminel, c'est une sorte d'ogre. C'est une sorte d'ogre qu'une certaine tradition, par le dessin, la bande dessinée, le roman, la chanson, et plus tard le cinéma, a transformé en un personnage un peu rigolard, presque sympathique. Si vous voulez, contrairement à beaucoup d'assassins qui sont restés dans l'histoire comme des monstres effrayants, et plus tard il y aura Petiot par exemple, eh bien Landru va donner lieu à toute une production de caricatures, de chansons, de scénettes, de bons mots, des bons mots qu'il a prononcés lui-même, car c'est aussi un bon client. On retrouve à la fin de vos livres. Oui, tout à fait, parce que certaines chansons sont difficiles à trouver, donc je les ai transcrites, effectivement. Mais ça va aller très loin, c'est-à-dire qu'il y a des chansons de 1919, mais on a aussi des chansons de Renaud ou de Gainsbourg. Francis Blanche en 55. Oh, Francis Blanche, la chanson est délicieuse, mais évidemment, elle embellit terriblement le personnage. Donc on a ce personnage. Je possède par exemple un petit cendrier en plastique qu'on trouvait dans tous les bistrots dans les années 60-70 et qui aujourd'hui, je pense, vous conduirez sans doute au poste, puisque on a un petit Landru tout bonhomme, rigolard, qui fait un petit clin d'œil, très sympathique, et qui fait donc à la fois l'apologie du tabac et du féminicide, puisqu'il dit qu'elles soient blondes, rousses, brunes, avec moi, elles partent toutes en fumée. Bon, voilà. Et ça, c'était le cendrier qu'on mettait dans les bistrots et qui faisait marrer le consommateur. Bon, avant cela, la maison de Gambet, puisque nous l'avons évoqué, nous l'avons montré, nous en avons beaucoup de vues de cette maison de Gambet, tout simplement parce que à Gambet et alentour, on va en faire une attraction touristique. Il va y avoir des milliers de cartes postales, et j'ai retrouvé des cartes postales qu'un jeune homme va écrire à une jeune femme. Que vous pouvez envoyer la carte postale de la maison de Landru à votre futur, à la femme que vous courtisez. Et c'est drôle, en fait. Voilà, dans les années 20, dans les années 30, et ça va continuer dans les années 50-60. On m'a raconté une chose, alors ça c'est un récit de comédien, un vieux comédien, mais j'ai tendance à lui faire confiance parce que c'est Jean-Pierre Marville qui est vraiment un bon connaisseur du monde des arts et de la scène et du cinéma, et par sa famille qui connaît bien cela. Il m'a certifié qu'un des gags préférés du jeune Jean Carmet, c'était d'arriver à Gambet en jouant le paysan du Danube et en disant « Oh, bonjour, je viens de un bled lointain, je vois monsieur Landru. » « Comment ?» dit le passant. « Ouais, monsieur Landru, il habite par là. » « Bah oui. »« c'est là. » Et puis, évidemment, le résident gêné commence à essayer de suggérer que M. Landru n'est plus là, qu'il a mal fini. Et Carmet adorait jouer l'imbécile qui était parent d'un M. Landru dont il ignorait le sort. Donc, vous voyez, il y a une foule comme cela d'utilisation de Landru. Et cette maison de Gambet, il faut voir qu'après l'affaire, je renouerai après, promis, avec la chronologie, mais après l'affaire, ça va devenir un lieu de villégiature. C'est-à-dire qu'un couple va reprendre cette maison pour y installer un hôtel-restaurant qui porte le joli nom de Au Grillon du Foyer, et où on peut déguster la côte de bœuf Landru, évidemment cuite au feu de bois, et là aussi c'est très couru par les jeunes mariés. Passer sa nuit de noces, évidemment chez Landru, c'est le fin du fin. Et on trouve des photos, même des photos familiales. On va passer un dimanche chez Landru, on a des photos tout à fait charmantes de familles qui posent devant la maison de Landru. Donc c'est vous dire à quel point, voilà, le contexte très particulier de la Grande Guerre,
de l'émancipation féminine, va faire de Landru ce personnage ogresque, truculent, d'autant qu'on l'a complètement oublié. Mais en 1919, un grand nombre de pays, suite à ces bouleversements qui ne sont pas propres à la France, donnent le droit de vote aux femmes, et qu'en France, les députés sont d'accord. Très brève parenthèse, en 1914 a été élue une chambre des députés qui penchait plutôt à gauche, qui n'a pas pu donner sa pleine mesure, évidemment, avec la Grande Guerre, et qui ne sera renouvelée qu'en novembre 1919. Et dans les derniers mois de cette chambre élue en 14, il y a un débat à propos d'une vieille proposition de loi qui traînait, qui était ajournée depuis 1906, compte tenu du rôle des efforts des Françaises dans l'effort de guerre, eh bien on se demande si quand même, oui, il ne faudrait pas faire comme les Américains, comme les Anglais, comme les Allemands, comme un peu tout le monde, faire un peu évoluer les choses. Et figurez-vous qu'en mai 1919, il y a un grand débat sur le vote des femmes, et la Chambre des députés vote massivement pour reconnaître le droit de vote aux femmes, et même l'éligibilité. On sait que le Sénat va bloquer. Donc il y a des gens qui le votent de bonne foi, il y a des députés qui le votent, parce qu'ils savent que ça n'ira pas plus loin. Mais en tout cas, ça fait des gros titres de l'époque. Et tout à coup, on a un bonhomme qui, selon le mot de l'époque, a remis la femme au foyer. Ça va être le grand jeu de mots sur Landru. Et donc Landru va devenir populaire. Je possède des lettres que Landru reçoit en prison, je crois que le musée en possède également, c'est-à-dire qu'il va recevoir des lettres de félicitations à Landru, l'humanité reconnaissante, etc. Il y a beaucoup d'admirateurs, oui, et d'admiratrices surtout. Oui, alors il y a de fausses admiratrices aussi, alors il y a des admiratrices éperdues, il y a des admirateurs qui le félicitent pour son œuvre et qui calligraphient des messages incroyables. On lui envoie aussi des provisions de femmes, on a peur qu'il s'ennuie en prison, donc on découpe des silhouettes de femmes dans la presse de mode et on lui envoie 5, 6, 8 silhouettes de femmes pour qu'il s'occupe un peu pendant sa détention. Bon, c'est ahurissant, mais c'est ainsi. Et donc ce Landru-là, populaire, truculent, rigolo, va beaucoup occuper la France, d'abord pendant l'instruction, au fur et à mesure qu'on découvre de nouveaux lieux avec des traces de nouvelles victimes, parce qu'au fond, Belin est parti avec 2 disparitions. Au total, il y aura 11 disparitions. 10 femmes, plus le jeune fils de 17 ans de l'une d'elles, et en fait de sa première victime. La première victime, c'est terrible. Il est arrêté en avril 19 et il est jugé en novembre 21. Oui, c'est ça. C'était pour ça qu'on voulait le sortir. Tout à fait. Donc ça dure plus de 2 ans, cette histoire. En fait, la première disparition est une double disparition et c'est une histoire horrible, puisque au départ, c'est un adolescent qui fait du vélo. A priori, la chaîne déraille, il a un problème avec son vélo. Peut-être qu'il a boilé sa roue. Enfin bon, il voit un atelier et donc il amène le vélo et Landru très gentiment prend la réparation du vélo. Le gamin revient récupérer son vélo et payer avec sa maman. Le garagiste séduit la maman et les deux vont disparaître mystérieusement à Vernouillet. Landru en tire un enseignement. 2 corps, c'est pas du gâteau quand même. Il vaut mieux des femmes vraiment seules. Et si on va parler de l'homme aux 283 femmes, c'est parce qu'il va procéder exactement comme il procède en tant qu'inventeur, en tant que mécanicien, de façon très très méthodique, très très organisée. Il va passer des petites annonces dans la presse du cœur, dans la presse matrimoniale, voire dans la presse généraliste. Il est aidé par le contexte de guerre, je vous l'ai dit, solitude de ses femmes. Et puis, pour lui qui se fait passer pour un industriel des Ardennes, enfin, toujours un peu loin à l'est, eh bien, il n'y a pas de vérification d'état civil possible puisque la France est coupée par le front. Bizarrement, ses usines, ses biens, sa famille, les registres d'état civil, tout ça, c'est toujours de l'autre côté du front. Donc, notre Landru, profitant de ce contexte, eh bien, va, comme cela, par des petites annonces matrimoniales, eh bien, recevoir en effet des lettres de 283 femmes différentes. Ça ne veut pas dire qu'il a connu bibliquement 283 femmes dans ces années-là. Au contraire, Landru étant très méthodique, procède presque comme un philatéliste, c'est-à-dire qu'il vient chercher dans les locaux des journaux ou dans une agence matrimoniale par laquelle il passe également, il vient chercher les courriers, il les ouvre, il les lit et il les classe. Et on a retrouvé, des boîtes. Et évidemment, la femme pauvre, malade, et avec une famille nombreuse, ça c'est la catégorie dont il ne veut pas. Et puis il y a comme cela plusieurs catégories. Et le fin du fin, c'est la femme
qui a du bien et qui aimerait faire fructifier son bien, et qui est soit veuve, soit vieille fille. Tant pis si elle n'est pas très jeune, si elle n'est pas très jolie, c'est pas vraiment le problème. C'est pas ce qu'il recherche. C'est-à-dire que ça, c'est important aussi quand on parle de tueur en série. Landru n'est pas un sadique, Landru n'est pas un violent. Et Belin se perd en conjecture pour savoir comment il a pu tuer ses victimes. Et il est intrigué par quelque chose qu'il a découvert dans plusieurs lieux où résidait ou travaillait Landru. C'est un certain type de corde poissée, une corde enduite d'une matière un peu cireuse, donc qui glisse bien. Et à partir de là, et parce qu'on sait qu'il l'a utilisé aussi pour zigouiller les animaux domestiques d'une de ses victimes, les seuls cadavres qu'on a retrouvés sont ceux de chiens, de petits chiens, et pas d'êtres humains, avec la même corde. Il pense qu'en fait... au milieu de la nuit, eh bien, il les étranglait tout doucement, et après, il dépeçait les corps. Et j'ai retrouvé une photo de l'identité judiciaire montrant une sorte de dalle en ciment qu'il a fabriquée dans le sous-sol de la maison de Gambet, et on voit dans un coin un petit tas de sable. Donc il est possible que cette dalle lui ait servi un petit peu d'établi pour dépecer les victimes étranglées, le sable servant à sécher le sang, tous les épanchements liquides. Et il y a un petit escalier de quelques marches qui mène directement à la cuisine, où se trouve la fameuse cuisinière qui a fait couler tellement d'encre. C'est évidemment une petite cuisinière de campagne, et Landru d'ailleurs va écrire... une lettre terrible à l'avocat général en disant « Ah, elle vous a bien fait peur, ma petite cuisinière, quand vous l'avez vue dans votre grand prétoire. » Parce qu'évidemment, voilà. Elle ne peut pas servir à cuire, à brûler un corps entier. Mais très vraisemblablement, il faisait brûler des éléments de corps, la tête, les mains. Les policiers vont faire des essais avec des morceaux de mouton. Et effectivement, voilà. Voilà le four. Exactement. La petite ouverture. Donc voilà notre Landru. Voilà, et alors le procès, et puis le procès, comment est-ce que ça s'est passé? Mamoru Jaffery a tenté l'impossible. Alors le procès, nous y arrivons donc seulement en novembre 1921, 21 audiences. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est le premier grand procès de l'après-guerre. Les premières audiences, passe doucement, ce sont des lectures, c'est pas passionnant. Et puis petit à petit, on voit un afflux de curieux. Ça a lieu à Versailles, évidemment, aux assises de Versailles, puisque la maison du crime, en quelque sorte, est à Gambet, en Seine-et-Oise à l'époque. Mais les Parisiens désœuvrés, surtout en novembre, et en particulier les mondains, font le voyage de Versailles pour assister aux audiences, à telle enseigne qu'on va parler du train Landru. Le train Landru, c'est le train qu'on prend aux Invalides pour aller à Versailles. Aujourd'hui, on dirait le RER Landru, mais c'est la même ligne. On prend le train Landru pour aller assister aux audiences. Et il y a une telle affluence que j'ai retrouvé dans les papiers d'un journaliste de l'époque des billets, en fait. C'est-à-dire que il faut au bout d'un moment, pour canaliser la foule, il faut avoir une invitation, une sorte de laissez-passer pour assister aux audiences. Et comme on est dans l'après-guerre, on manque un petit peu de beaucoup de choses, y compris de papier. Par mesure d'économie, c'est écolo avant l'heure, on a imprimé ces coupe-fils au verso de bulletins de vote des législatives de 1919. Donc d'un côté, vous avez le bulletin de vote, de l'autre, vous avez le petit imprimé qui vous permet d'accéder à l'audience. Législative de 1919, j'ai oublié de le dire, où Landru a recueilli 4000 voix. C'était un scrutin de liste, et toujours dans ce côté un peu populaire, les gens se sont amusés à ajouter le nom de Landru sur les listes, Radsoc, royalistes, etc., etc. Donc un grand succès. Au procès Landru, on va voir Mistinguett, Maurice Chevalier, la princesse de Monaco, enfin un certain nombre de personnalités mondaines. On vient pour se montrer, et on y vient d'autant plus volontiers que Landru est un bon client. Alors là, attention, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de beaux mots qu'on lui prête, qu'on ne trouve pas dans les comptes rendus d'audience, mais il y en a aussi d'authentiques. Et par exemple, au moment où, s'emportant contre le président, il lui dit « Ma tête, ma tête, ma tête, vous réclamez toujours ma tête, je regrette de ne pas en avoir plusieurs à vous offrir », ça c'est historique. Imaginez quand même dire cela au moment où on risque la guillotine. Bon, il y a quelques bons mots comme cela qui sont importants. Alors, ce procès a rendu évidemment célèbre Maître de Moreau-Giaffer. Il ne faut pas oublier
oublié quand même son assistant, celui qui a préparé le procès, qui était maître du navire de Treilles, qui était beaucoup plus apprécié par Landru. Landru était content d'avoir quelqu'un qui s'occupe de son dossier évidemment colossal, puisqu'il y a quand même 11 disparitions. 11 disparitions, 0 cadavre, 0 aveu. Et des perquisitions dans une demi-douzaine de lieux où on a trouvé toutes sortes d'objets. Alors, pas de cadavre, pas d'aveu, mais quand même des choses troublantes. Par exemple... les carnets, ouais. Les carnets. Et ce qui n'est pas une légende, c'est que Landru, qui gère bien ses comptes, qui est un homme, je vous l'ai dit, méticuleux, effectivement, achète pour lui, quand il va en train à Gambert, un aller-retour, et pour la dame, un aller simple. Ça, c'est une petite mesquinerie qui va lui coûter cher. Et puis surtout, après l'aller simple, il note aussi ses dépenses. En général, il achète beaucoup de charbon, des scies à main et des lames de scie à main. Enfin bon, des dépenses un peu bizarres, quoi. Du charbon au printemps, vraiment, tant que ça, pour une petite maison, des scies à main, vous en fallait-il 6, bon, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de choses troublantes. Sa défense, c'est le respect de la vie privée. Et il a cette phrase dont Gainsbourg fera une chanson, mais qui est vraiment une phrase de Landru, à un moment où on l'interroge sur le sort de ces femmes, et très philosophe. Il dit, mais président, quand une femme vous quitte, sait-on jamais pourquoi et pour qui elle vous quitte? C'est du Sacha Guitry, mais c'est Landru en fait. Donc Landru se considère que d'abord, c'est pas à lui de dire qu'il est coupable, il faut qu'on prouve qu'il est coupable, et lui explique qu'en attendant, il ne dira rien, non qu'il dissimule des preuves, qu'il dissimule des crimes, mais parce qu'il a le respect de la vie privée de ses femmes, et que peut-être ils ont eu des relations amoureuses, il nie même les relations sexuelles, mais des relations amoureuses, mais qu'il y a le mur de la vie privée et qu'il refuse de dévoiler, presque de déshonorer ses femmes, en quelque sorte. Il explique qu'en fait, ils avaient des projets qui ont avorté, et que ces femmes sont parties ailleurs, sans doute à l'étranger, aux colonies. Alors on a dans les archives du ministère de l'Intérieur des traces de véritables enquêtes qui sont faites dans les grandes villes portuaires, dans les nœuds ferroviaires importants, il y a une police des chemins de fer, pour voir si on a trace du passage de ces femmes qui seraient parties vers les colonies ou à l'étranger. Rien. Et puis dans les remises de Landru, on va tout de même trouver des objets. Parce que Landru ne se contentait pas de vider les comptes. Ça c'était facile parce qu'il leur a fait faire des procurations. Sauf une fois, il a fait passer sa femme pour la morte de façon à ce qu'elle vide le compte. Et du coup, sa femme, qui aurait pu éventuellement être poursuivie pour complicité, va passer du côté des enquêteurs, va d'ailleurs demander le divorce et va le charger beaucoup. Landru ne sera défendu que par sa maîtresse, la jeune Fernande, qui va déposer en sa faveur. Et on sait par Fernande que Landru avait une vie sexuelle absolument normale et que leur rapport était fréquent. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien de scabreux. Son mobile n'est pas le sexe, son mobile, c'est d'abord et avant tout l'intérêt. Il pille ses victimes et en fait il en vit. Cet homme qui s'est fait passer pour ingénieur industriel, il a un certain standing. Et je vous l'ai dit, il a une femme, 4 enfants, une maîtresse, plusieurs appartements, remises, maisons de campagne. Tout ça, ça coûte, ma foi. En fait, son activité, c'est de séduire ces femmes pour les dépouiller de tout. C'est-à-dire qu'il vide les comptes, il vend les bijoux, il brocante les meubles, et puis il y a le petit résidu de ce qui est invendable. Et ça, on va le retrouver chez lui. Comment prétendre que ces femmes sont parties à l'étranger ou dans les colonies, alors qu'il y a leur papier d'identité, leur dentier, leur perruque, dans les remises de Landru? C'est pas très crédible. Et bon, évidemment, ça aussi, ça va peser lourd contre lui. Alors, il y a cette grande scène, évidemment, dont vous avez tous entendu parler, où Moreau Giaffer désigne la porte en disant, d'ailleurs, ces femmes, elles sont là, elles vont entrer, et tout le monde se tourne, et puis évidemment, il n'y a personne. Et Moreau explique, oui, mais vous voyez bien qu'il y a doute, puisque vous vous êtes tourné, et que vous n'êtes pas sûr qu'elle soit morte. Et là, l'avocat général dit, oui, tout le monde s'est tourné, maître, sauf votre client, parce que lui sait où sont ces femmes. Alors ça, c'est sublime, c'est une scène merveilleuse. En fait, cette scène, nous l'avons tous vue, parce qu'elle est dans le film de Chabrol. Je n'en trouve aucune trace dans les comptes rendus du procès. Mais ça illustre bien, en même temps, la technique de Moreau Giaffer, qui était
un avocat assez démonstratif, assez malin. Lui a surtout construit une plaidoirie sur le thème, le doute d'abord. Il a essayé de faire peser sur les jurés la crainte de l'erreur judiciaire. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas d'aveu. Êtes-vous sûr que vous ne condamnez pas à mort un innocent ? Ça va marcher dans une certaine mesure parce que après le verdict de mort, les jurés vont signer une demande de grâce. Mais il y aura quand même la condamnation à mort. Et puis surtout, il insiste. Alors, en fait, comment dirais-je, il paraphrase, il fait écho à un grand discours de Clémenceau. Moreau de Jaffer est un radical. Il va d'ailleurs être élu député de la Corse en 1919. Il est, ce qui est je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas eu à un moment dans les sphères gouvernementales une forme d'humour noir. En 1920, il est nommé sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique. Pour le défenseur d'un dépeceur comme Landru, c'est un peu curieux comme titre. Toujours est-il que Moreau, qui est aussi un homme politique et un radical, Radsock, ancien bonapartiste de gauche, qui est venu par des chemins détournés au radicalisme, en fait reprend un refrain de Clémenceau. Vous savez que Clémenceau avait été mis en cause dans l'affaire de Panama, affaire de corruption, et il s'était défendu en disant « Où sont les millions ? Où sont les millions ?» En parlant de lui, de sa vie modeste, etc. « Où sont les millions ?» Eh bien, Moreau va faire une plaidoirie sur le thème « Où sont les cadavres ?» Où sont les cadavres ? En expliquant que, en droit, au fond, c'est pas parce que quelqu'un a disparu qu'il est mort. On peut pas se remarier. Il faut attendre 30 ans quand quelqu'un a disparu pour qu'on considère que cette disparition vaut mort. Et donc il explique qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour de simples disparitions dont il n'est pas forcément responsable. Voilà. Et il ne va pas convaincre là-dessus. Il fait une très belle plaidoirie, mais Landru n'a pas eu de chance. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après la publication du livre, grâce au 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. J'ai eu la chance d'assister à un colloque qui était organisé par l'association Ensemble contre la peine de mort. Et un historien a fait quelque chose de tout à fait passionnant. Il a fait tout simplement des graphiques avec les condamnations à mort. Et Landru a été jugé l'année où, historiquement, il y a eu le plus de condamnations à mort en France. Oui, mais même il n'y en aurait eu qu'une, je pense qu'il aurait... Là, c'est un débat. C'est un débat. En tout cas, il y a eu 70 condamnations à mort cette année-là, ce qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un effet de rattrapage, peut-être des affaires non jugées pendant la Grande Guerre, et puis peut-être aussi une banalisation de la mort. C'était la théorie que développait cet historien, que ça pouvait peut-être paraître moins grave de condamner à mort après un conflit mondial qui avait tué des millions de personnes. Toujours est-il que Landru est dans la mauvaise fournée, là sans jeu de mots, et qu'il est condamné à mort. Et donc il sera exécuté, j'accélère bien sûr pour qu'on puisse échanger. Cette affaire, vous voyez, est inépuisable. Il sera condamné à mort et exécuté donc le 25 février 1922. C'est pourquoi l'année 2022 est l'année du centenaire de la mort de Landru. Évidemment, c'est pas le genre de centenaire qu'on célèbre comme un événement patriotique. Voilà. C'était encore public à l'époque. Alors, la photo est évidemment truquée. C'est-à-dire que c'est bien la photo de la prison de Versailles avec la guillotine. Si vous regardez bien attentivement, la silhouette de Landru, avec la chemise blanche, elle est peinte. Parce qu'évidemment, ça se passe en un instant. Et je terminerai là-dessus, pour vous dire la modernité de cette affaire. C'est que, comme on ne voulait pas que se renouvelle pour l'exécution les scènes un petit peu scandaleuses du procès, avec tous les mondains qui s'extasiaient, qui riaient, etc., on a fait l'exécution un peu plus tôt que d'habitude, donc encore dans la nuit, avec un cordon pour empêcher le public de venir. Alors la rumeur s'est quand même répandue à Paris. On a des textes, en particulier d'un historien des Montparnasse, Georges Michel, qui est l'auteur de cet article, montrant que, vous voyez, dans le Montmartre, dans le Montparnasse, du début des années folles, la nouvelle se répand qu'on guillotine Landru, donc tout le monde monte dans des voitures, on file à Versailles, tout le monde veut y être. Voilà, tous ces curieux, ces mondains, ces gens un petit peu enivrés, ces dames à aigrettes, sont arrêtés par un cordon de police, et donc on ne voit pas bien l'exécution. Et ça va alimenter une véritable théorie du complot, dont on trouve encore des traces plus de 50 ans après. L'idée est la suivante, elle est totalement aberrante, elle est totalement fausse. Éventuellement, je vous la montrerai si on en a le temps ou si vous le souhaitez. Mais c'est l'idée qu'en fait, il n'y a pas eu d'affaire Landru.
que Landru c'était un comédien, que c'était un montage de Clémenceau et du gouvernement pour distraire l'opinion publique pendant qu'on négociait les traités de paix, et qu'en fait Landru, qui était trop bon pour être un criminel et trop drôle pour être un voyou, eh bien c'était un comédien payé par le gouvernement, qu'on a guillotiné un mannequin ou un cadavre. Et encore dans les années 60, vous trouverez des textes indiquant que, ben oui, Landru, je l'ai rencontré, il vit en Argentine, etc., etc. Et il y a cette théorie du complot qui va se répandre. Une des causes, c'est qu'effectivement, les gens n'ont pas assisté vraiment à l'exécution. C'est une exécution publique, mais complètement nocturne, de loin, et donc avec cette incertitude-là. Donc finalement, vous voyez, Landru n'est pas mort. C'est pour ça que c'est un personnage légendaire, c'est un ogre. Bien sûr, c'est un criminel, c'est un escroc devenu assassin. Il n'y a aucun doute, je le précise pour le cas où mes paroles prêteraient à confusion, il n'y a aucun doute sur la mort de ces 11 personnes, ces 10 femmes et le fils de la première victime. Aucune de ces personnes n'a jamais donné signe de vie, ni pendant le procès, ni après. Depuis 100 ans, on n'a rien qui permette de penser qu'une quelconque de ces personnes ait pu échapper à Landru. Donc c'est un escroc devenu un assassin particulièrement redoutable. Saluons le travail de Belin, qui a arrêté quelqu'un de très difficile à détecter, d'autant qu'il agissait seul. Mais au-delà de l'assassin, on a ce personnage que le contexte de l'époque a transformé, a transfiguré en une espèce d'ogre, presque de justicier. Vous voyez ces poilus qui rentraient au foyer et qui trouvaient la société changée, finalement ont peut-être eu une forme de reconnaissance envers l'homme qui a remis la femme au foyer, l'ont trouvé sympathique, l'ont trouvé rigolo, et ça a donné ce personnage de vaudeville qu'on va retrouver en France dans des BD, toutes sortes d'œuvres, dans le film de Chabrol avec Denner, et puis Monsieur Verdoux, c'est-à-dire qu'au plan international, Monsieur Verdoux s'inspire librement de l'affaire Landru. Et bon, je terminerai sur cette anecdote. Le film de Chaplin, Monsieur Verdoux, sort en France en 1946. En 1946, Belin est toujours vivant. Il vient de prendre sa retraite. On pourrait s'interroger sur ce qu'il a fait sous l'occupation, qui aurait peut-être justifié qu'il ait pris une retraite anticipée à la Libération. Toujours est-il qu'il n'est plus dans la police, mais il est toujours vivant, il habite en banlieue parisienne. Que fait le magazine Détective ? Il invite Belin à assister à l'avant-première de Monsieur Verdoux, et on a le commentaire à chaud de Belin qui dit en quoi Verdoux ressemble à Landru. Alors pas factuellement, l'histoire est très fantaisiste par rapport à l'affaire Landru, mais ce qu'il note, c'est ce côté que je vous décrivais tout à l'heure, empressé, sympathique, attentionné, gentil, à l'écoute, qu'on a chez Monsieur Verdoux, qui le rend si séduisant et qu'il avait repéré chez Landru. Voilà, j'en ai fini, pardon pour ce long monologue, et je suis à votre disposition. C'était absolument passionnant. Moi, je tiens une dernière anecdote, je ne sais pas... Si vous la connaissez, je la tiens de Badinter, qui m'a raconté que justement on avait avancé l'exécution de Landru au petit matin, ce qui fait que de Moreau de Jaffer est arrivé en retard, et il était là avec son ventre, il fallait laisser passer le cordon, et à un moment on l'a reconnu, et un des gardes a dit « Laissez passer, c'est le pourvoyeur de la guillotine », donc il fallait qu'il puisse assister. Merci, c'était absolument passionnant. Vous avez pu voir les documents que nous avons dans notre fonds au musée du Barreau, tant sur les photos d'audience que les documents. On a encore 5-10 minutes là pour échanger avec ceux qui auraient des questions à poser à notre invité. En tout cas, je vous recommande la lecture de son livre qui est absolument passionnant. Deux petites anecdotes concernant Landru. Très longtemps, les juges d'instance de Mantes-la-Jolie, qui fut un tribunal de première instance jusqu'en 1958, puis un tribunal d'instance, qui est maintenant un tribunal de proximité, avaient plaisir à montrer la douche qu'avait utilisée Landru pendant l'instruction au tribunal de Mantes-la-Jolie, et cette douche existe toujours. Et deuxième anecdote, maître de Moreau-Jaffery, auquel on doit la célèbre formule « Monsieur l'avocat général, vous me devez votre place sur l'estrade qu'il y a une erreur du menuisier ». Moreau-Jaffery a plaidé devant une barre massive qui était à la cour d'assises de Versailles, dans l'ancienne cour d'assises, désormais elle est à la cour d'appel.
Et cette barre devait être détruite. Et donc, lorsqu'on a refait le tribunal avec une salle moderne et une barre moderne, elle allait quasiment partir à la destruction lorsque le bâtonnier de Versailles, voyant cela, s'est dit « ce n'est pas possible, c'est la barre de Moreau de Jafferi. Monsieur le Président, est-ce que vous m'autorisez à la récupérer ?» Le bâtonnier de Versailles a récupéré la barre où avait plaidé Moreau de Jafferi pour Landru, l'a mise dans la salle du Conseil de l'Ordre du barreau de Versailles, a fait plaquer sur la barre une plaque en cuivre où il y a le nom de Moreau de Jafferi. Sur cette barre, donc, on plaidait à quelques autres également, grands avocats, mais surtout lui pour l'affaire Landru. Et donc, ceux ou celles d'entre vous qui iraient éventuellement au Conseil de l'Ordre à Versailles verront la barre où Moreau de Jafferi a défendu Landru. Voilà, je ne voulais pas être trop long. C'est passionnant, c'est intéressant. D'autres questions? Non, j'ai deux anecdotes, mais je ne sais pas si elles sont vraies. Vous avez parlé de l'influence de personnes qui se précipitaient à Versailles, et j'ai entendu parler de marché noir, qu'on échangeait au marché noir les tickets. Les places, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors c'est vrai, alors c'est pas le premier procès. Moi j'ai trouvé trace de ça pour la célébrissime affaire Stenheil à Paris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la queue pour revendre leur place, si vous voulez, comme pour les concerts aujourd'hui. Ce qu'on appelait les vendeurs de places, c'est qu'ils faisaient la queue la nuit, parce qu'évidemment on faisait rentrer et ils vendaient leur place aux bourgeois qui voulaient venir assister au truc. Et la seconde comme aujourd'hui devant les préfectures, il y a encore ça aujourd'hui. Oui, Stenheil avait 2 meurtres. Et la seconde anecdote, c'est sur le recours en grâce que Moreau fait signer au juré une fois la condamnation prononcée. J'ai cru savoir qu'il y avait aussi une partie civile qui avait signé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pardon, je ne veux pas vous poser. J'ai pas souvenir de ça. Je dis pas que c'est faux, je vérifierai. Il y avait des avocats de partie civile dans cette affaire? Il y avait les familles, oui, il y avait les familles des disparus, donc oui. Il a des descendants, Landru? Alors, Landru, donc je vous l'ai dit, avait 4 enfants. Alors, ils sont difficiles à retrouver, ils sont morts aujourd'hui, mais nous avons été contemporains des enfants Landru, puisqu'ils sont morts dans les années 80, entre 1980 et 1986, et surtout, ils ont changé de nom. Ils ont pris le nom de la mère, et comme le nom c'est Rémi, c'est un nom très banal, donc... on comprend qu'ils aient changé de nom. Oui. Ils ont vécu sous le nom de Rémi. Mais ce que j'ignore par contre, c'est si les enfants de Landru ont eu eux-mêmes une descendance. Et la femme qui l'a Fernande. Fernande, oui. Comment ai-je oublié? Merci. Merci, parce que je vous ai dit qu'il y avait eu 11 victimes, en tout cas 11 disparitions, mais c'est une affaire à double détente, l'affaire Landru, puisque Fernande Segret, je vous l'ai dit, amoureuse de Landru, au fond, au point d'aller le défendre. Elle est venue témoigner pour dire tout le bien qu'elle pouvait penser de Landru. Bon, elle voit son grand amour condamné à mort. Elle qui rêvait de monter sur les planches va pouvoir le faire, mais elle se rend compte assez vite qu'évidemment c'est des spectacles d'assez mauvais aloi, puisque en fait des entrepreneurs de spectacles utilisent sa notoriété pour faire venir du monde, pour qu'elle raconte Landru, etc. Bon, elle arrête assez vite et elle quitte la France. Elle décide de se faire oublier, elle va devenir préceptrice, puis institutrice au Liban. Et elle laisse passer beaucoup de temps. Et puis il y a la Seconde Guerre mondiale. Elle revient en France après la guerre. Elle vit en Normandie. L'affaire est complètement oubliée. Personne ne sait plus qui est Fernande Segret. Et sort le film de Chabrol, avec Stéphane Audran dans le rôle de Fernande Segret. Donc elle fait un procès à Chabrol. Alors elle gagne d'abord, puis ensuite elle perd. La presse se moque d'elle. On s'était déjà beaucoup moqué d'elle dans les années 20. Là, on explique qu'elle veut devenir la retraitée de l'affaire Landru. Enfin, elle le vit très très mal, elle rumine tout ça. Et en 1968, 50 ans jour pour jour après la demande en mariage que lui avait fait Landru, elle se suicide. Elle se jette dans les douves du château de Flers. Et donc en 1968, l'affaire Landru fait indirectement une 12e victime, Fernande Segret, cette jolie jeune femme qui avait 25 ans le jour de l'arrestation de Landru. Je voudrais attirer votre attention sur cette photo qui témoigne de beaucoup de choses. Et en particulier du fait qu'on avait beau s'appeler Landru et être accusé quand même de choses terribles, on arrivait tranquillement. Alors, on arrivait de la maison d'arrêt, bien sûr, sans menottes, mais même pas avec un gars qui vous tient... Et tête couverte, exactement, avec son dossier sous le bras. Et ils sont assez rigolards parce qu'évidemment, ils sont des vedettes, les 2 gendarmes qui l'entourent, les 3 d'ailleurs. Mais vraiment, ça témoigne quand même d'une justice différente. Hein.
Et quand vous racontez dans votre livre qu'il s'endort à un moment... Ah non, c'est dans le témoignage de Belin. Il s'endort à un moment où il fait semblant de s'endormir en disant « j'en ai marre des questions » et il se met comme ça sur la table du commissariat ou de la gendarmerie. Alors ils se rendent compte qu'il fait semblant, donc ils attendent, mais en fait il se met à ronfler et ils attendent qu'il se réveille pour continuer de lui poser des questions. On a du mal à y croire aujourd'hui. Hein. Pardonnez-moi, toute petite observation. Et Landru est très procédurier, effectivement. Et il potasse son dossier. Dans sa cellule, on a des dessins, etc. Enfin, il a des petites lunettes qu'il va d'ailleurs offrir à donc l'assistant de Moreau, un navire de treilles, lequel va laisser ses lunettes à sa fille, qui les a offertes au ministère de la Justice quand Robert Badinter était ministre. Et donc il y a les lunettes de Landru font partie du patrimoine du ministère de la Justice, ainsi qu'un mystérieux plan qu'il a dessiné et qui représente en perspective cavalière sa cuisine. Et donc depuis tout le monde phosphore sur ce plan, en se demandant si par hasard il n'y a pas un aveu dissimulé évidemment dans ce plan. Bon, ben formidable, il n'y a plus d'autres questions. Merci beaucoup. Merci.